Alors Jean-Luc Mélenchon, à la présidentielle, vous aviez fait 11,1 dans la capitale, un petit peu en dessous de votre score national et régional, mais vous étiez troisième force politique dans la ville. Où en est le Front de gauche aujourd'hui à Paris? Est-ce qu'il est mort et enterré ou juste entre parenthèses? Je ne vais pas vous raconter d'histoire, je ne vais pas vous dire que c'est la grande forme à Paris. Bon. Et puis, ce que j'avais dit, moi, Paris, toute la France regarde. Donc à Paris, on doit être exemplaire. Tu parles d'un exemple. Le Parti communiste décide de quitter le Front de gauche et d'aller avec les socialistes. Les socialistes sont très malins, ils ont marqué un point. Vous avez écrit dans votre blog, Pierre Laurent a vendu la Tour Eiffel à Hidalgo. Oui, parce que j'ai lu dans le journal, donc. Hein, il dit nous demandons à être représentés au niveau du Front de gauche. Mais attendez, c'est pas lui le Front de gauche. Le Front de gauche, c'est tout le monde. Or là, il n'y a que eux qui vont. Il n'y a que les communistes qui vont avec donc les justement, socialistes. Ça va poser un problème Tous les d'étiquette. autres partis du Front de gauche, c'est pour ça que je me permets de rectifier. Danielle Simonet n'est pas le seul, elle est avec tous ces gens. Il y a 9 composantes dans le Front de gauche, mais vous êtes d'accord avec moi que la puissance militante du PC est particulière. L'histoire du PC, la force militante... bien sûr. Vous êtes d'accord? Non mais bien sûr, le PC a une... Voilà, on est d'accord. Je sais quand même quelque chose sur le sujet, c'est une organisation, c'est une... C'est important de l'avoir avec soi. Oui, le communisme est une culture, mais ce n'est pas une culture à géométrie variable. Les communistes sont réellement communistes. Et ils ont réellement l'intention d'être autonomes. Et là, vous le savez, on va dire, le 47% ou 43% a voté pour la liste Front de gauche. Et vous avez vu que ceux qui ont voté pour aller avec les socialistes, ils l'ont fait en traînant les pieds. Vous avez entendu cet homme dire... Cet homme, ils ont respecté le mot d'ordre. Ah ben non, mais c'est vous qui l'avez montré, c'est pas moi. Bon. Qui aura l'étiquette Front de gauche à ces élections? Ça sera Yann Brossa, ça sera Danielle Simonet ou ça sera personne? Ça sera Danielle Simonet, et je préviens Madame... Hidalgo, que l'utilisation du sigle Front de gauche par elle serait un délit, car le sigle est déposé à la propriété industrielle et je me ferai respecter de gré ou de force. Mais Yann Brossa, il est également membre du Front de gauche, donc il peut mettre Front de gauche sur son affiche. Non, il n'en est pas question. Dans l'élection municipale, le Front de gauche, c'est 8 partis d'un côté, 1 de l'autre. Mais regardez bien, vous avez entendu, votre reportage il est intéressant parce que vous-même vous résumez. C'est ça la vertu des journalistes, vous résumez. Bon. Vous dites, il a promis 30% de logements sociaux, Madame Hidalgo a promis 30%. Mais attendez, allez plus loin dans la présentation. Elle a promis 30% de logements sociaux en 2030, dans 17 ans, dans 3 mandats. C'est-à-dire qu'elle s'engage, si elle est élue, pour elle, pour le suivant et pour le suivant. Mais personne ne peut croire à une promesse pareille. Que vaut une promesse d'un socialiste? Rien, tout le monde le sait, dans ce pays. Et j'ajoute une chose, quand vous regardez de près le texte, vous vous apercevez qu'en 2025, Paris atteindrait 25% de logements sociaux. La belle affaire, c'est la loi. Donc, c'est bien ce que je dis. D'un côté, des gens ont vendu la Tour Eiffel, et de l'autre côté, on aura vendu le fil à couper le beurre. Alors, actuellement, on va juste le rappeler pour nos téléspectateurs, au Conseil de Paris, il y a 8 élus communistes, élus en 2008, déjà sur des listes d'union, et 2 élus du parti de gauche, élus sur des listes socialistes. En mars prochain, au minimum, gardez ces 2-là. Ah non, 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 c'est plus, on sera beaucoup plus. Oui, mais le problème... Non, mais si nous faisons, entendons-nous bien, d'abord, une campagne municipale, c'est une campagne d'éducation populaire. Les municipales, c'est pas la carrière de Pierre, Paul, Jacques ou je ne sais pas qui. Il faut faire avancer des grandes idées. Moi, je vois que plus on pousse et plus on les fait avancer. Il y a quelque temps, par exemple, quand on parlait des premiers mètres cubes d'eau gratuite, tout le monde levait les bras au ciel, on disait mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. L'idée avance, maintenant elle commence à se répandre dans tous les partis. Donc la campagne municipale, c'est d'abord un moment d'éducation populaire. Deuxièmement, il y a un enjeu. Enfin, je sais pas si il y a un enjeu, il y aura un score, par exemple. Non, 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 l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est de savoir si les gens qui veulent qu'on baisse les loyers à Paris ont le dernier mot ou pas, ce qui n'est pas l'avis des socialistes. L'enjeu, c'est de savoir si vous voulez maintenir les urgences à l'Hôtel-Dieu ou pas, alors que les socialistes sont en train de faire... C'est ça l'enjeu, c'est des choses concrètes. Mais on est d'accord qu'à Paris, à Paris, vous y allez seul sur les partis communistes. Si vous faites un mauvais score, si vous faites un mauvais score, on dira Mélenchon tout seul, il représente 3-4%. Et ça aura des conséquences pour plus tard. Mais c'est la démocratie, ça s'appelle la démocratie. Vous prenez ce risque. D'abord, c'est pas Mélenchon qui est candidat, mais Madame Simonet. Oui, mais c'est important. D'abord, c'est une femme. Deuxièmement, c'est quelqu'un. Oui, mais moi je le dis quand même, c'est elle qui est candidate, c'est pas moi. Danielle Simonet est quelqu'un qui a un métier, quelqu'un qui n'est pas une professionnelle de la politique. Danielle a une expérience politique parce qu'elle est conseillère ressortante et qu'elle mène la liste. Et que c'est une femme de combat. À côté de 2 autres candidates à droite et à gauche
qui sont des gens du sérail, du petit milieu, où tout ce petit monde-là s'agite et s'interchange. Donc voilà le type de combattante que ça va être. Et pardon, à Paris, il y a des Parisiens. Et à Paris, il y a des Parisiens, et notamment des Parisiens qu'on ne peut plus. Et la question numéro 1 de Paris, c'est combien ça coûte de se loger. Parce que les gens sont jetés dehors, et ils ont inventé le Grand Paris, les socialistes, c'est-à-dire l'art et la manière de continuer à chasser les gens de Paris pour les envoyer sur les banlieues où les gens n'ont pas envie d'aller. On sait que le groupe communiste est hostile, par exemple, à la compétence logement de la métropole de Paris. Le texte va être discuté à l'Assemblée nationale. Vous souhaitez qu'elle ne soit pas inscrite à la compétence du Grand Paris, le logement ? Le Grand Paris, les communistes, normalement, légitimement, ont voté contre au Sénat, dont Pierre Laurent, qui va ensuite se retrouver dans des listes avec des gens qui vont le faire. Permettez que je dise quand même que ce n'est pas très cohérent. Donc moi, je ne veux pas créer des histoires de plus que celles qui ont déjà été créées. Oui, j'ai voulu taper du poing sur la table et dire, regardez ce que vous faites, quoi. Vous vous rendez pas compte qu'en vous donnant 13 sièges, en vous donnant 31 conseillers d'arrondissement et un poste de sénateur, les socialistes n'avaient qu'un seul objectif, pas parce qu'ils vous aiment, c'est de diviser le front de gauche. Et ils y sont arrivés. Mais nous allons surmonter cette division. Il y a encore un groupe front de gauche au Conseil de Paris à l'heure d'aujourd'hui. Yann Brossat, porte-parole d'Anne Hidalgo, président du groupe front de gauche au Conseil de Paris. Que voulez-vous que je vous dise? Ça fait partie des contradictions qu'il va falloir trimballer jusqu'au mois de mars prochain. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne peux pas aller dire à Yann Brossat, qui est un excellent garçon, un peu trop docile à mon avis, parce que lui, je connais sa conviction personnelle. Il était d'accord avec moi. Mais bon, il suit la ligne. Bon, on va se trimballer avec cette contradiction. Je vois bien que j'ai l'air un peu piteux dans cette histoire, mais qu'est-ce que j'y peux? Je ne peux faire qu'une chose, tenir bon. Et je vous redis, en région parisienne, il y aura des listes front de gauche partout. Et j'espère que Clémentine Autain fasse un score canon à Sevran. Et j'espère que Simone Mathieu fasse un score canon à Viry, etc. Je vais me battre. Ce sont des élections nationales. Vous avez raison de dire qu'à la fin, quand vous gagnez, c'est grâce aux autres. Et quand vous perdez, c'est à cause de vous. Et ben voilà, j'ai des belles épaules. Sevran. Je peux prendre ça aussi sur mes épaules. Si on perd, ben, ça sera de ma faute. Et si on gagne, ce sera grâce à mes camarades. Et j'en suis d'accord d'avance. Alors, c'est noté. On va parler, vous parliez de Sevran, de la banlieue, justement, 30 ans après la marche des Beurs. Un habitant d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, a annoncé la semaine dernière la création d'un parti de la banlieue. Il veut donner la parole à ses électeurs oubliés des partis traditionnels. Patrick Ferrante et Pierre Lassus l'ont rencontré dans un cadre pour le moins inattendu. Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, est bien loin de l'île Saint-Louis, au cœur de la capitale. Mais c'est bien dans ce Paris de carte postale qu'un enfant d'Aubert, Abdelmalik Djermoun, nous a donné rendez-vous. Il y a des lois, il suffit tout simplement de les appliquer. Mais monsieur, lorsque mon CV est rejeté... Nous sommes ici chez Betoul Fekar Lambiot, haut fonctionnaire et écrivain. Cette franco-algérienne, adepte d'un islam républicain et laïque, se présente comme la marraine de la cause d'Abdelmalik Djermoun, donner une voix aux banlieues. Je m'indignerai toujours contre les comportements à l'égard des jeunes, et particulièrement de banlieue. Il y a trop longtemps que les jeunes et la banlieue sont mis à l'index et ne participent pas au débat politique. La politique, c'est l'objectif de l'ex-associatif Abdelmalik Djermoun. Pour cet employé de la mairie d'Aubervilliers, un parti de la banlieue est nécessaire. Est-ce que c'est un crime que d'être différent? Nous sommes tous différents, d'une manière ou d'une autre. Et que l'on soit français d'origine gauloise, qu'on soit français d'origine polonaise, qu'on soit français d'origine algérienne, nous sommes une grande nation. Et je le reprécise, l'Europe est aujourd'hui un grand ensemble avec des différences. Pourquoi pas accepter ces différences françaises? C'est une richesse, la diversité. C'est pas un crime. Ce message se veut multiculturaliste et non communautariste, hors de tout ghetto donc, d'où cette rencontre dans le Paris cosmopolite de l'île Saint-Louis. Alors, M. Mélenchon, est-ce que c'est crédible comme initiative ou c'est un coup de pub personnel pour vous? C'est pas à moi de juger. Je suis engagé dans les listes front de gauche. Je vais quand même pas donner un avis sur quel... Bon, il crée un parti, il a bien le droit, c'est la démocratie. Il dit des choses intéressantes. Et ce qui est vrai, c'est que les banlieues sont maltraitées. Là où c'est quand même un peu forcé de sa part, c'est de dire les autres s'occupent pas de la bombe. Ben si, ils y sont. Non, mais ils n'y arrivent pas. Vous avez un parti socialiste, vous avez la droite, vous avez le front de gauche. Ils n'y arrivent pas. Bien sûr, c'est bien pour ça que c'est une question nationale.
Et vous ne réglerez pas les problèmes de la banlieue dans la banlieue, c'est pas vrai. Vous pouvez mettre des rustines, réparer, avoir des audaces, c'est-à-dire inventer des choses nouvelles. Hein. Oui, ça on peut le faire. Mais on ne réglera pas la misère sociale et la crise du logement à partir de la banlieue. On la réglera à partir de l'État, de l'Assemblée nationale et du pouvoir de l'État. Donc de sa capacité à financer des projets. Donc de la question de l'impôt. Donc de le répartir. Donc le 1er décembre, il faut venir à la manifestation avec moi. Ça c'est la bonne manière d'être un bon banlieusard. Et je l'ai été très longtemps. Maintenant je suis parisien. Vous savez, quand on a été banlieusard, hein, on voit que Paris, c'est un luxe. Quel bonheur de vivre dans cette ville. Alors pourquoi en chasser les gens qui s'y trouvent pour n'y laisser que des riches entre eux? Alors, pour aller justement plus loin sur la question de la banlieue, on va maintenant accueillir sur ce plateau Patrick Ferrand qui va nous rejoindre pour le Focus. On a choisi le thème de l'immigration, de l'intégration. La France devient-elle raciste? C'était à la une du Parisien cette semaine. Et sur ces thèmes, Patrick, notre invité a un discours qui se distingue clairement. Oui, bonjour Monsieur Mélenchon. Vous êtes à rebours effectivement de l'ensemble de la classe politique, du Front National bien entendu, mais de l'ensemble de la classe politique. Votre programme affirme l'immigration n'est pas un problème. Dans un célèbre discours à Marseille pendant la campagne présidentielle, vous n'avez pas été jusqu'à dire que l'immigration était une chance pour la France, mais vous avez dit notre chance, c'est le métissage. Nous devons être fiers que le peuple qui compte le plus de mariages mixtes dans toute l'Europe. Et vous avez enfoncé le clou quelques jours plus tard à Paris en affirmant tout le monde mange du couscous et des merguez. L'intégration est donc réussie en France. Alors cette position a eu quand même des conséquences politiques. C'est qu'elle a coupé le front de gauche d'une partie des catégories populaires qui ne se retrouvent pas dans ce discours. Non, des riches arrogants. Et des banlieues à qui vous avez tendu la main, mais qui pour l'instant ne l'ont pas entièrement reprise. Et puis surtout, ce discours, on a l'impression, Patrick, en ce moment, il se heurte de plein fouet à l'actualité. Hein. On a vu une ministre de la République se faire traiter à 2 reprises de singe, de guenon, se plaindre dans la presse d'une relative indifférence. Christiane Taubira ovationnée mercredi à l'Assemblée par les députés de gauche et du centre, pendant que ceux de droite restaient assis. Ça vous a choqué, Jean-Luc Mélenchon? Bien sûr. Mais bien sûr que c'est choquant. C'est inadmissible. Tous autant que nous sommes, quelle que soit vraiment notre appartenance politique, c'est pas le sujet. Tous qui aimons la France, nous sommes scandalisés par une chose pareille. Bon, la France, c'est la Guyane, c'est la Caraïbe, c'est la banlieue où on est de toutes les couleurs. Nos gosses nous demandent pas ce qu'ils ont le droit de se faire quand ils s'aiment. Mais c'est vrai qu'avant son intervention à Christiane Taubira, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Moi, j'ai rien vu, à moins que je me trompe, hein, sur votre blog, sur votre tweet. Si, mais attendez, madame, si vous faites ce genre de compte, moi, je vais vous en demander d'autres. Lorsque moi, j'ai été traité d'antisémite, qu'est-ce que vous avez dit, vous personnellement? Parce que votre collègue Maurice Safran, il m'a défendu. Votre collègue Askolovitch, il m'a défendu. Mais vous avez pris position pour me défendre? Non. D'accord, je vous en veux pas. Je ne pense pas pour autant que vous Plus globalement, Jean-Luc Mélenchon, sur le sujet, Christiane Taubira a dit les digues tombent, les inhibitions disparaissent. Alors est-ce qu'il y a une libération depuis quelques mois de la parole raciste en France? Mais bien sûr qu'il y a une libération de la parole raciste. Nous le constatons tous. C'est pourquoi moi je dis quelque chose de fort aux gens. L'immigration n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est la misère. C'est une question sociale. L'immigration n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est la bêtise. Affront de bœuf, qui regardent le voisin comme les gosses dans une cour de récréation. Vous savez comme ils sont cruels entre eux, hein, les Mohomas. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On le sait bien qu'ils sont comme ça, nos gamins. On les éduque, on les fait, on les élève. Pourquoi il y a cette libération? Est-ce que c'est pas parce que finalement le discours politique en général est beaucoup plus radical? Alors vous-même, vous aimez le parler dru et cru, vous l'avez dit. Alors est-ce que vous n'avez pas participé de ce relâchement de la parole publique? Ça. Donc la parole publique d'un antiraciste participe à la parole publique du racisme. Ce que vous racontez ne tient pas debout. C'est l'inverse. J'ai eu le courage de m'avancer et des fois, vous l'avez dit, tout seul. Mais puisque nous sommes à la veille d'un 11 novembre, je ne vais pas faire des comparaisons, mais je la ferai quand même. Jean Jaurès était tout seul contre la guerre. D'accord? Il a fallu le tuer pour en finir, pour qu'on fasse taire la parole qui résistait. Donc, il faut avoir le courage d'aimer sa patrie par-dessus tout. Et la patrie des Français, c'est celle de tous ceux qui sont dedans. Et je vous le redis, l'immigration n'est pas un problème. Mais ce climat ne favorise pas quand même l'intégration. Mais la misère ne facilite pas cette intégration. Mais l'intégration de qui? La société est en train de se désagréger. Vous avez des gens qui sont, comme a dit l'autre, des Gaulois. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, admettons que je sois Gaulois avec mes yeux verts. Hein. Bon, je ne le suis pas, mais admettons que je sois Gaulois. Bon, mais tout le monde, la société est en train de se désagréger. On a fait un procès à 17 000 Roms en tout et pour tout dans tout le pays.
Et dans la seule ville de Paris, il y a 20 000 sans-abri. Mais par exemple, une des élus du Front de gauche, par exemple Jacqueline Rouillon, à Saint-Ouen, demande aujourd'hui à Manuel Valls le démantèlement d'un camp de Rome après une décision de justice. Mais Mme Rouillon a fait d'énormes efforts avec sa commune pour casser la spéculation immobilière. Mme Rouillon a fait d'énormes efforts pour l'intégration. Mais ça commence à bien faire que nous ayons, dans les communes que nous dirigeons, nous, à tout nous occuper de tout et de tout le monde, pendant que les autres, tranquillement, chez eux... Donc là, vous approuvez Manuel Valls. Pardon, il y a une chose que je ne laisserai... Il faudrait des villages d'insertion partout, dans toutes les communes. Mais on peut régler 17 000 personnes, c'est rien à régler. Maintenant, je parle avec l'autorité de ma vie. Je suis un pied noir d'origine, si vous ne le savez pas, adoptif de la Franche-Comté et de la région parisienne. Quand nous avons été rapatriés, nous étions 1 million. Et la France a absorbé 1 million de personnes qui étaient de toutes les situations, de toutes les conditions. Certains n'avaient jamais vu de leur vie la mère patrie. Personne, j'en connais plein moi, qui n'avaient jamais vu un paysage vert au-delà du mois d'avril, d'accord? Et nous sommes. Donc quand on se donne les moyens, tout le monde arrive à prendre sa part. Et plus la France est nombreuse, plus elle est riche et plus elle s'active. Alors ça, c'est vous êtes le chant du France bigarré. Non, arrêtez. Oui. Vous avez dit quelque chose d'inacceptable tout à l'heure. Vous avez dit les milieux populaires. Non, une partie des catégories populaires. Une partie, mais surtout pas dit les milieux la populaires. Méchanceté, l'égoïsme est localement ciblé. Ce sont dans les endroits où il y a les riches qu'il y a le plus de mépris. Le Front National a d'abord commencé à percer chez les riches avant d'arriver chez les pauvres, parce que les pauvres ont été abandonnés. Redis-moi tes mensonges. Tu sais si bien mentir que mon cœur même y prend plaisir. Voici le guide du parfait candidat frontiste. Ce classeur est remis aux futures têtes de liste au municipal. Ce jour-là, ils sont environ 80, tous novices et avides de conseils, notamment concernant leur image. Se montrer irréprochable dans sa conduite, voilà, ça c'est une partie morale qui est importante. Au menu de ces 2 jours de formation à huis clos, des cours théoriques, fonctionnement d'un conseil municipal, mais aussi pratiques pour savoir rédiger un tract ou répondre aux médias. Par exemple, comment gérer l'outil Facebook, l'outil Twitter dans le cadre maintenant d'une campagne électorale. Ça, je crois qu'il y a aussi des recommandations qui seront faites. Des formations express indispensables pour le FN pour passer d'une PME familiale à un parti professionnel comme les autres. Parce qu'on a beaucoup de primo-candidats, des gens qui n'ont jamais été candidats de leur vie, bien qu'ils aient beaucoup de compétences et d'envie, mais il faut leur donner, on va dire, les outils pour mener à bien non seulement la campagne, la victoire, mais après la gestion de la ville. Au total, ce sont 600 têtes de liste ou colistiers que le Front National doit former en quelques mois, d'ici les municipales en mars.